à l'œil. Tout d'abord, merci énormément pour tous vos retours positifs sur les dernières vidéos, c'est juste incroyable l'ampleur qu'elle a pris la chaîne en quelques semaines, donc je voulais vous remercier grandement pour ça. Comme d'habitude, si découvrir les coulisses ou ma petite vie vous intéresse, vous pouvez toujours vous abonner à mes réseaux sociaux. Aujourd'hui, épisode qui va sortir un petit peu du lot, car on va avoir une histoire assez longue, suivie d'une histoire très courte. Si les histoires vous plaisent, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires, en mettant un pouce bleu ou en vous abonnant à la chaîne. Après avoir fait les histoires qui pourraient vous arriver si vous sortez, les histoires qui pourraient vous arriver, je me suis dit il manque plus que cette petite zone de sûreté qu'on a tous. Des histoires qui se passent chez vous. En tout cas chez les deux personnes qui ont décidé de raconter leurs histoires. Bref, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, vous savez pourquoi vous êtes là, moi aussi, et je vous dis bonne histoire. Sam vit au Royaume-Uni avec son compagnon et raconte cette histoire qui lui est arrivée plus tôt cette année. Elle ne précise pas la ville, mais elle dit que c'est un quartier qui est assez animé et connu pour des histoires de drogue. Ils vivent donc dans un quartier résidentiel et ont un appartement. Elle précise qu'elle travaille à domicile, mais que c'est pas le cas de son compagnon qui est souvent absent de l'appartement, donc c'est facile de penser qu'elle vit seule pour quelqu'un d'observateur. Elle donne un petit peu plus de détails sur son appartement. Apparemment, les immeubles auraient été autrefois une ancienne usine, c'est pour ça qu'ils ont des énormes fenêtres industrielles qui donnent sur la rue. Vu qu'elles sont très larges, tout le monde peut voir ce qui se passe dans leur appartement. Sam, elle dit que c'est en partie pour ça qu'elle a choisi cet appart, parce que vu qu'elle travaille à la maison, ça lui permet d'avoir l'impression d'être dehors ou de pouvoir jeter un coup d'œil absolument tout le temps par la fenêtre. Les premiers faits sont déroulés en juillet de cette année. Sam, elle a un peu de mal à l'avouer, mais elle le dit, c'est une commère. Elle le dit elle-même parce qu'elle aime souvent, lorsqu'elle s'ennuie, regarder par la fenêtre la vie qui s'y passe et essayer de trouver des petites histoires. Un jour, alors qu'elle venait de se lever pour préparer une tasse de thé, elle a regardé par la fenêtre de la cuisine et a vu un type la regarder depuis l'autre bout de la rue. Elle a été tout de suite frappée de voir à quel point cet homme regardait intensément dans sa direction, ne détournant pas les yeux, et il était évident qu'il la regardait elle. Sam, elle s'est tout de suite sentie effrayée et elle est retournée dans sa cuisine pour faire sa tasse de thé. Lorsque le thé est fini, elle repasse devant la fenêtre, elle y jette à nouveau un œil, mais plus d'hommes, plus personne. Ça la dérange pas plus que ça, comme elle l'a dit un peu plus tôt, c'est un quartier assez animé, il y a toujours des gens chelous, donc elle passe à autre chose. Une semaine entière se passe et il n'y a aucun fait à noter. Jusqu'au week-end où son partenaire décide d'aller rendre visite à ses parents pour le week-end. Elle était assez fatiguée du travail de la semaine, donc elle a décidé de rester dans son appartement. À peine 30 minutes après qu'elle ait commencé à regarder la télé, la sonnette de l'appartement se déclenche. Après quelques minutes, le buzzer était encore en train de sonner et Sam, elle commence à se demander pourquoi. C'était vraiment pressé de manière rythmique, pas comme si quelqu'un s'était assis contre et ne remarquait pas qu'il était en train d'appuyer. Elle dit que c'est ce que son copain faisait souvent pour lui faire remarquer que c'était lui quand il avait par exemple oublié ses clés. Sam, elle regarde son téléphone et pas d'SMS de son copain. Donc elle trouve ça un petit peu bizarre et décide de pas ouvrir la porte. Très bon réflexe de Sam, elle prend donc l'interphone plutôt que d'ouvrir sans regarder et demande s'il y a quelqu'un. Elle n'a même pas le temps de commencer à parler qu'au moment où elle décroche l'interphone, elle entend quelqu'un parler. Bonjour. Là, elle en est sûre, ce n'est pas du tout la voix de son partenaire. Sam commence à perdre son sang-froid et demande pourquoi est-ce que cette personne n'arrête pas de sonner depuis tout à l'heure à sa porte. La personne lui a posé cette question. Pouvez-vous me laisser entrer ? Sam y a immédiatement répondu par la négative et la personne à l'autre bout du fil a enchaîné. Mais vous m'avez invité ? Vous vous souvenez ? Elle leur a dit qu'elle n'avait aucune idée de qui ils étaient, qu'elle n'avait invité personne et qu'ils avaient intérêt à dégager avant qu'elle appelle la police. Plus rien, calme plat. Le week-end se passe, le copain de Sam rentre à l'appartement et elle lui raconte la mésaventure. Il prend pas ça forcément au sérieux, il essaie de la rassurer en lui disant que c'était sûrement un petit accident avec des jeunes ou des junkies comme elle pensait au début au final. Du coup, il se passe plus rien pendant quelques jours, jusqu'à une nouvelle nuit. Sam était en train de regarder des vidéos YouTube sur son téléphone et elle réalise qu'ils ont oublié de sortir les poubelles. Sam enfile ses pantoufles, attrape le sac poubelle et décide de se diriger vers l'escalier pour rejoindre le trottoir. Elle arrive dehors et lorsqu'elle regarde de l'autre côté de la rue, elle aperçoit ce type debout en train de l'observer. C'est lorsqu'elle dépose le sac poubelle qu'elle aperçoit du coin de l'œil cet homme qui commence à se diriger en ligne droite vers elle. Il se rapprochait dangereusement. Sam pouvait découvrir l'expression sur son visage. Elle n'avait jamais ressenti un tel sentiment de terreur. Sans perdre une seconde de plus, elle sort les clés de sa poche et court vers sa porte d'entrée. Elle entre dans le bâtiment aussi vite que possible et reclaque la porte derrière elle. Elle n'essaye pas de savoir si l'homme s'arrête à la porte pour essayer de l'ouvrir, qu'elle court vers le haut pour rejoindre son appartement au 2e étage. Sam n'a pas réussi à redormir de la nuit, mais elle n'a pas voulu réveiller son petit copain qui travaillait le lendemain et a donc attendu qu'il se réveille pour lui raconter l'histoire. Nous nous retrouvons quelques jours plus tard. Il était à nouveau aux alentours de 2h du matin, c'est donc qu'elle était agitée, qu'elle n'arrivait pas à trouver le sommeil, qu'elle a entendu un cri. Ce cri l'a transpercée. Il y avait quelque chose de viscéral dans ce cri. Sam a directement couru à la fenêtre
pour essayer de savoir ce qui se passait dans la rue. L'action se passait un petit peu trop à gauche et donc hors du champ de vision de Sam. Elle pouvait tout de même apercevoir les phares de plusieurs voitures et les ombres de plusieurs personnes se débattant. Ça ne ressemblait pas à une dispute, mais vraiment à quelqu'un qui se faisait attaquer. Elle s'est donc tournée vers son petit ami et ils ont pris la décision d'appeler la police sans plus attendre. Sam ne pouvait toujours rien voir jusqu'au moment où une voiture noire suivie d'une voiture rouge passe à toute vitesse dans son champ de vision et disparaissent dans la nuit. Pas moins de 10 minutes plus tard, 3 voitures de police sont arrivées et avaient bloqué toutes les routes qui menaient à cet appartement. Sam dit à son partenaire qu'il devrait sortir pour aller parler à la police. De plus, très bon réflexe du copain de Sam, il a pu noter la plaque d'immatriculation de la voiture noire avant qu'elle ne se sauve. Lorsque Sam et son petit ami arrivent dehors, il y avait déjà 2 personnes en train de parler aux policiers. Ces personnes habitaient de l'autre côté de la rue et auraient vu tout le déroulé de l'action. Il y avait une voiture rouge sur la route qui roulait, conduite par une femme. C'est alors qu'une voiture noire est sortie de nulle part et lui a coupé la route, et l'obligeant à s'arrêter. 2 hommes à l'avant et un homme à l'arrière sort de cette voiture. Il se dirige vers la voiture rouge. Il y a eu une lutte entre la femme et cet homme, et c'est à ce moment que Sam se rend compte que c'est les cris qu'elle a entendus. Un des 2 hommes est sorti de la voiture noire et a forcé la femme à sortir de la voiture et à se mettre sur la banquette arrière. Plus les faits avançaient, plus Sam se sentait coupable de ne pas être intervenu. Lorsque tous les hommes ont retrouvé leur voiture, ils sont partis, et c'est donc quelques minutes après que la police est arrivée. Sam avait assez d'informations, et une histoire se construisit dans sa tête. La voiture rouge, après réflexion, ressemblait énormément à la petite voiturette rouge que roule Sam habituellement. Ce soir, c'est pas un soir comme les autres, c'est le jour où Sam va rendre visite à ses parents assez loin avec sa voiture, et donc elle rentre assez tard après le repas, aux alentours de cette heure-ci. Pour une fois, Sam n'avait pas pu rester pour le repas, car il y avait le plombier qui devait passer chez eux pour réparer une canalisation, mais c'était vraiment un cycle qui se répète chaque semaine. Sam a donc eu cette étrange impression. Et si ces hommes attendaient qu'elle rentre chez elle pour la kidnapper, elle, mais qu'ils n'étaient pas tombés sur la bonne voiture. Et pendant les jours qui suivirent, il n'y a eu plus aucune avancée sur cette affaire. Jusqu'au jour où l'information a été rendue publique. Ils ont retrouvé la fameuse voiture rouge, vide, incendiée dans un champ. Néanmoins, aucune trace de la femme qui a été emmenée de force. À l'heure d'aujourd'hui, cette affaire n'est toujours pas résolue. Sam a des frissons rien que d'y penser, car si ces personnes se sont rendues compte que ce n'est pas elle, qu'est-ce qui les empêcherait de revenir la chercher ? Les amis, j'espère que cette histoire un petit peu plus longue que celle de d'habitude vous aura plu. Je vous avoue que moi, j'ai quand même pas mal de frissons là, juste de la raconter, c'est à glacer le sang d'imaginer quelqu'un qui te traque, qui t'observe chez toi jour après jour, tout ça dans le but de trouver la faille, le petit moment où il pourrait t'emmener. Vous avez donc bien compris la leçon ? Ne sortez pas vos poubelles après 1h du matin. Ou alors allez-y bien armés quoi. Les amis, je tiens à vous prévenir, cette histoire est beaucoup plus courte, mais bien plus violente que la plupart des histoires que j'ai pu raconter jusqu'à maintenant. Mike vit avec sa petite amie Juliette depuis quelques mois, et ils vivent dans l'appartement de Juliette. Mike a 20 ans et il est étudiant. Un jour, Juliette, elle décide que ça ne va plus entre eux et elle décide de mettre Mike à la porte. Chose pas très sympa, elle lui laisse pas forcément le temps de se retourner, sachant que Mike, il a perdu ses parents il y a quelques années. Il se retrouve sans nulle part où aller. Il décide d'appeler la dernière personne de sa famille en fait qui lui reste, c'est sa grand-mère. Sa grand-mère lui dit qu'il peut passer chez elle et qu'ils regarderont pour trouver une solution, qu'elle en a peut-être même déjà une. Mike s'en rend donc chez sa grand-mère à plusieurs jours de route d'ici, donc il va prendre le bus et prendre son mal en patience. Lorsqu'il y arrive, il n'a qu'une seule envie, c'est de se jeter sous la douche et manger un bon repas fait par sa mamie, comme on aurait tous eu envie. C'est pendant le repas que sa grand-mère lui dit qu'elle a une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, elle part quand même d'un truc un petit peu triste. Elle a une amie qui est décédée il y a quelques temps, pas trop loin d'ici, et son appartement est donc à louer et il est pas encore sur le marché. Elle sait qu'il sera pas très cher et en plus il est qu'à 1h30 de là où elle habite sa grand-mère. Mike il a pas de voiture, alors il demande si sa grand-mère pourrait l'y conduire pour qu'il aille le visiter. Mike adore l'appartement, les voisins sont super gentils, mais sa grand-mère le met quand même en garde. Les gens ils sont très croyants et c'est une ville un petit peu reculée dans les États-Unis, alors ils ont un état d'esprit un petit peu chelou. Du coup, il décide de prendre l'appartement et il prend un petit boulot à côté pour le payer. Ça fait donc plusieurs semaines que Mike a emménagé et petit à petit, il a appris à rencontrer ses voisins du dessus, du dessous, à gauche, à droite. En veux-tu, en voilà, il y en a partout. Un jour en pleine semaine, quelqu'un vient frapper à la porte de chez Mike. C'est le voisin du dessus qui a à peu près le même âge que Mike. Il lui dit donc qu'il y a une petite fête de prévue chez la voisine du dessous et qu'il y sera convié. Ça se passera ce vendredi soir, 18h. Mike est donc super content parce que c'est la première fois qu'il se fait inviter dans une fête de son établissement. Il comprend pas trop
et il voit son voisin du dessus se décomposer, commencer à bégayer, avoir un air apeuré. Mike lui demande ce qui se passe. Sans même lui répondre, le mec prend la fuite. Mike il comprend pas trop, il se dit peut-être qu'il a oublié de couper le gaz dans son appart. Affaire classée, il peut rien se passer de bizarre. Ce que Mike découvrira plus tard, c'est que à l'entrée de son appartement, la première chose qu'on voit, il y a une croix en bois clouée au mur. Mike n'y avait même pas prêté attention car il n'est pas forcément très croyant. Mais il s'avère que cette croix s'est retournée. Faut savoir que pour les personnes religieuses, une croix retournée, les gens, c'est vraiment l'équivalent de l'antéchrist en fait. Donc Mike, il a pas remarqué ce détail et il continue à passer sa semaine. Pendant cette semaine, il comprend pas forcément, mais tous les voisins étaient devenus distants avec lui. Plus de réponse lorsqu'il leur disait bonjour le matin en prenant son courrier, ou même lorsqu'il allait travailler. Du coup, Mike il comprend pas trop, il se dit qu'il profitera de la soirée de vendredi soir pour arranger les choses. On arrive à ce fameux vendredi soir. Mike qui veut pas arriver en retard, alors à 17h55 pétante, il décide de descendre. Mike est dans les escaliers, et il se dit que c'est bizarre car il n'entend aucun bruit de fête. Pas de musique, personne qui parle. Il arrive devant la porte et décide de toquer plusieurs fois. Pas de réponse. Assez étrange et il n'entend toujours aucun bruit. Vu qu'on est au rez-de-chaussée, il décide donc de faire le tour et d'aller voir par la fenêtre ce qui s'y passe. Mike arrive au niveau de la fenêtre de la voisine du dessous et y aperçoit un très grand nombre de personnes encapuchonnées. Il ne distingue pas les visages, mais il entend qu'ils chuchotent. Il n'arrive pas à discerner d'autres mots que le mot « tuer ». Du coup, Mike a laissé son téléphone dans son appartement parce qu'il voulait pas être distrait pendant la soirée. Il avait donc soit le choix de remonter chercher son téléphone pour appeler la police, ou de se sauver à pied. Est-ce que c'était la meilleure décision ? Je sais pas. Mais Mike a donc décidé de remonter dans son appartement en courant pour appeler la police. Mike essaye de remonter le plus rapidement, mais le plus silencieusement possible les escaliers jusqu'à son appartement. Il verrouille sa porte et décide donc d'appeler le 911. Le téléphone est encore en train de sonner qu'il entend des pas monter les escaliers. Les bruits de pas se rapprochent et toujours personne n'a décroché ce satané téléphone. C'est lorsque l'opérateur demande quel est le problème que sa porte se fait enfoncer. Les personnes l'attrapent, l'assomment et le ligotent à la table. Lorsque Mike se réveille, il ne sait pas combien de temps s'est passé, mais il découvre toutes les personnes. Il s'agissait d'absolument tous ses voisins. Ces personnes lui ont dit qu'il était un suppôt de Satan et qu'il était de leur devoir de se débarrasser de lui. Et à tour de rôle, il lui infligeait des entailles, de plus en plus grandes, de plus en plus profondes, une par personne, comme pour se libérer de leurs péchés, qu'il disait. C'est lorsqu'ils affligeaient d'atroces souffrances à Mike que, heureusement, la police est arrivée. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont lâché le couteau et n'ont opposé aucune résistance. Ce qui est assez incroyable dans cette histoire, c'est que, à part Mike qui a été blessé, il n'y a eu aucun mort. Il a été à l'hôpital, ils l'ont recousu, il ne garde que des séquelles mentales de ce qui lui est arrivé. Les 7 assassins ont tous été emprisonnés et Mike a donc décidé de déménager. Depuis, Mike a trouvé un boulot où il gagne un petit peu plus d'argent et il a décidé de dire à sa grand-mère de venir habiter avec lui parce qu'il n'a pas envie qu'elle reste dans cette ville où il y a des dégénérés comme ça. Bon les amis, j'espère que ces deux histoires qui se passent chez vous, au sein de votre intimité, dans votre appartement, ne vous ont pas fait trop peur. Sinon, installez des détecteurs de mouvement ou achetez un chien, ça vous rassurera peut-être. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu et un abonnement. Vous pouvez toujours venir me suivre sur les réseaux sociaux et aller checker mon Twitch, je live toujours plusieurs fois par semaine. Les amis, encore merci pour l'accueil que vous m'avez fait sur YouTube, c'est vraiment incroyable de voir à quel point la chaîne progresse vite et c'est grâce à vous, alors merci beaucoup. Sinon, je vous dis à vendredi prochain pour un nouveau thread d'horreur. Ciao!